un peu le contexte de notre rencontre aujourd'hui. Nous fêtons aujourd'hui le 60e anniversaire du traité de Rome, qui était constitueur de la constitution un peu de l'Europe. Donc c'est un jour comme aujourd'hui, en 1957. Alors un petit rappel historique, donc l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas signent à Rome 2 traités. À la base, il y avait 2 traités. Il y avait le premier qui créa la communauté économique européenne, donc ça a commencé par un côté économique. Pourquoi? Parce que le choix économique pour relancer l'Europe, c'est à cause que chaque pays a ce côté un peu... il a peur pour sa souveraineté. Nous vivons encore quelque part, et donc c'est pour ça que l'Europe, je pense, n'arrive pas à... Enfin, les gens ont toujours peur pour leur souveraineté, donc ils n'arrivent pas à s'unir. Il y a un côté égo, voilà, si on transpose ça sur les personnes, c'est le côté égo qui fait qu'on n'arrive pas à fusionner avec l'autre. Et là, c'est un peu ça. Donc, ils ont commencé par être soft avec l'économie. L'économie, ça dérange personne, c'est pas comme la politique, ou l'armement, etc. Il y a quand même eu un second traité qui est celui du nucléaire, et il n'allait pas avoir la même place, mais l'Euratom existe toujours. Voilà, simplement un petit rappel historique. Donc au départ, il y avait une vision de paix. Quand on regarde le préambule du traité, on voit développer les échanges internationaux, donc ce côté brassage, enfin voilà, et confirmer la solidarité de l'Europe et les pays d'outre-mer et assurer le développement et leur prospérité conformément au principe de la Charte des Nations Unies, sauvegarde de la paix, de la liberté, et appel aux autres peuples d'Europe qui partagent leur idéal à s'associer à leur effort. Il faut rappeler que dans les fondements, il y avait cette idée de venir en aide, parce que ça arrivait à dans une phase de l'histoire humaine qui est la décolonisation. Donc il y avait, regardez, aujourd'hui encore, quand ce qu'on voit là rappelle votre projet, par exemple. Quand on pense que c'est l'Union européenne qui aide aujourd'hui le développement des pays qui étaient les anciennes colonies ou les pays du tiers-monde, donc c'était vraiment ça le rôle. L'idée, la vision de l'Europe, c'était ça. D'où l'importance de l'Union européenne. Donc, j'ai bien oublié, voilà. Donc, alors, les pays de la CE et la peur des mouvements humains. Il manque un S. Je suis désolée, j'ai fait ça très vite. Alors, en fait, aujourd'hui, nous vivons la fin de tout apartheid grâce à l'intensification des mouvements humains. Le mouvement et les interactions des populations est en train de croître de manière exponentielle, rendant impossible tout cloisonnement ou apartheid culturel. C'est Claude Clanet, un grand penseur de l'interculturel, qui considère que l'interculturel est un processus en soi, c'est-à-dire c'est une science humaine en soi. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on voit comme mouvement raciste ou comme extrémisme de part et d'autre, personne ne pourra arrêter le mélange des peuples et l'interculturel, le processus interculturel. Donc tout à l'heure, Fatima a parlé de ces bateaux qui viennent d'Afrique, qui brûlent leurs papiers pour traverser et venir. Rien ne peut arrêter ces tsunamis, ces gens qui sont prêts à mourir pour arriver en Occident. Rien ne peut arrêter, il y aura des conditions, enfin, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, on voit un peu, là cette carte, ça représente un peu les mouvements des peuples. Comment est-ce que se passe le mouvement des populations? L'Europe est le premier continent à accueillir des migrants internationaux. Les raisons de migrer se complexifient. Elles sont économiques, politiques, climatiques, familiales, ethniques, religieuses, personnelles, etc. Il n'y a pas que la guerre. Donc en 2005, déjà, l'Europe était le premier continent à accueillir des migrants internationaux. 34% des migrations venaient vers l'Europe. Aujourd'hui, on suppose que c'est un peu plus, même beaucoup plus. Mais de quoi a-t-on peur en Europe? Pourquoi on a peur d'accueillir les migrants, concrètement? Est-ce que c'est une question économique? Est-ce que c'est le chômage?
Est-ce qu'on a peur de s'appauvrir, de partager? Certains diront l'insécurité, d'autres la peur de perdre son emploi. L'islam aussi, on a beaucoup parlé de ça, on en parle encore. Le désordre, les conflits culturels, ces gens viennent d'un autre monde, ils ne savent pas vivre. Voilà. Donc chacun va dire une raison. Mais finalement, ça vaut le coup de réfléchir parce que, en fait, il faut quand même accepter, même s'il y a toutes ces peurs. Je pense qu'il faut trouver des solutions. On ne pourra pas, puisqu'on ne pourra pas arrêter ce flux, eh bien, il faut faire avec. Donc la peur est celle de changer, en fait. En fait, la véritable peur qu'on a de l'autre, on a peur pour son identité, on a peur de l'autre parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi le racisme lui-même, à la base, c'est quoi? C'est qu'on a peur de perdre son identité et de devenir un autre. En quoi l'autre est-il dangereux pour moi? Enfin, faudrait se poser la question peut-être à un moment donné. Et on rappelle que Ibn Khaldoun, je crois tunisien, c'est ça, Ibn Khaldoun, disait, chaque enfant est né dans un état nature, ce sont ses parents qui feront de lui un juif, un chrétien, un zoroastrien. Devait être à l'époque en 1932, 400, enfin peut-être déjà tant d'années. Il est évident que le plus important obstacle face à l'interculturalisme est l'ethnocentrisme. Disons, c'était la base du colonialisme, c'est penser qu'on est une race supérieure, Hitler aussi. C'est ce côté, ma culture, elle est supérieure à celle de l'autre, moi je suis supérieure à l'autre. L'ethnocentrisme cache la grande peur de changer en reconnaissant et en côtoyant l'autre. L'ethnocentrisme cacherait-il la peur de se perdre son identité? Voilà. Donc là, c'est encore Clané qui dit cette grande peur de devenir un autre. Ce risque que je pressens de perdre sont sans doute les obstacles physiologiques les plus forts à dépasser afin que puissent s'instaurer les dynamiques relationnelles nécessaires dans une société véritablement interculturelle. Alors, interculturalité veut dire reconnaissance de l'autre, bien entendu, égalité, valeur humaine. C'est un processus. C'est un processus, l'interculturel, qui implique la reconnaissance de la culture de l'autre. Ça veut dire le respect de l'autre, la bienveillance, et puis dans les valeurs chrétiennes ou toute religion, aimer son prochain. Les différences culturelles sont envisagées sous l'angle qualitatif. On ne saurait établir entre deux groupements humains une hiérarchie fondée sur les différences culturelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une culture qui est supérieure à une autre, tout simplement. Elle est différente, tout simplement. Mais pour concevoir l'autre, pour dépasser les obstacles liés à la reconnaissance d'autrui, il est important de se pencher sur sa propre identité. Si on ne se connaît pas, on va continuer à avoir peur de l'autre. Et alors, comment définir l'identité européenne aujourd'hui? Donc, si on a peur de notre... Il y a une identité européenne, c'est certain. Mais comment la définir? L'identité européenne, l'unité dans la diversité. Déjà en 1924, Paul Valéry avait écrit son texte européen. Il est remarquable que l'homme d'Europe n'est pas défini par la race, ni par la langue, ni par les coutumes, mais par les désirs et par l'amplitude de la volonté. Donc on revient à ce que disait tout à l'heure Fatima, la volonté, voilà, donc la volonté de vivre ensemble, de construire quelque chose de grand ensemble et un bien-être. L'héroïsme de la raison. Finalement, aujourd'hui, beaucoup se posent la question, est-ce que l'Europe va continuer? Est-ce qu'elle va s'arrêter d'exister? Je pense que il faut que tu fasses un coup de marche arrière. Hop, voilà. Donc, en 1935, Husserl dit de manière tranchante et visionnaire déjà, sans même nommer le totalitarisme, le fascisme ou le nazisme, la crise d'existence de l'Europe n'a que deux issues. Et la crise, nous la vivons encore. Ou bien l'Europe disparaîtra et en se rendant toujours plus étrangère à sa propre signification, rationnelle, qui est son sens vital, et sombrera dans la haine de l'esprit et dans la barbarie,
ou bien l'Europe renaîtra de l'esprit de la philosophie grâce à un héroïsme de la raison. Voilà, c'est l'héroïsme de la raison. Voilà, c'est tout. Des questions? Des questions? Une question. Ok. Peut-être quand vous parliez des peurs, en fait j'ai entendu que en 2050, bon là on est déjà à 7 milliards d'habitants et on sera à 9 milliards. Oui. Donc en fait, le problème de l'eau, le problème de l'emploi, comment 9 milliards d'habitants alors que là déjà 7 milliards, il y a déjà des multiples misères et souffrances. Donc 9 milliards, même si c'est l'accueil de l'autre, le partage, etc. Comment y aurait-il assez de ressources pour tous ces gens? Alors regardez, quand vous regardez vos arrière-grands-parents, avaient-ils l'électricité? Avaient-ils l'eau à la maison dans le robinet? Répondez-moi. Ben non. Non? Avaient-ils une meilleure vie que vous aujourd'hui? Plus de confort? Non, les aliments étaient plus sains, il y avait les Qui dit fermes, que les la aliments nature. étaient plus sains? Ils avaient moins d'aliments. Avaient-ils des frigos pour les conserver? Y avait-il un contrôle hygiénique des aliments? Alors pourquoi dans ces pays Je continue. Les pauvres en France. Les pauvres en France. Parce que là-bas, normalement, s'ils n'ont pas d'eau, s'ils n'ont pas l'eau courante, s'ils n'ont pas l'électricité, finalement là-bas c'est tellement vaste et il y a tellement également des richesses naturelles. Oui, mais justement, il faut les aider. Pourquoi il y a eu un afflux? Pourquoi ils viennent? Il faut les aider pour qu'ils restent là-bas, pour qu'ils développent là-bas. Il faut aider l'interactivité, parce que regardez, madame, qui a une culture, enfin, moi, je prends toujours l'exemple du Maghreb. Je suis du Moyen-Orient, je suis syrienne, d'origine syrienne, j'ai vécu en Algérie. Et je prends toujours l'exemple du Maghreb parce que l'Afrique du Nord a bénéficié des avantages de sa proximité avec l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire la proximité avec l'Europe? Quand vous allez à Casablanca, vous allez voir les bus de la RATP, dans leur couleur RATP, circuler à Casa. C'est incroyable. Vous allez en Tunisie, vous allez voir le système de la sécurité sociale français, tel qu'il est transposé là-bas. En Algérie, la bureaucratie française des années 60, transposée là-bas. C'est pas beau ça? Alors avec tous ses défauts, hein. Mais quelque part, quand vous reculez un peu plus en Égypte, en Jordanie, en Syrie, vous n'avez rien. Vous n'avez ni bus RATP, ni sécurité sociale, ni syndicalisme sérieux, ni rien de tout ça. La proximité avec l'Europe aide à aider ces pays à émerger. C'est pas les révolutions arabes, hein, non. Donc les aider, c'est les accueillir, oui. Pourquoi? On ne peut pas arrêter ce flux. Les aider, mais les aider ici, parce que la révolution tunisienne, ce sont les jeunes qui étaient ici, qui ont pu la rendre différente de ce que nous avons vécu en Syrie. Le nombre de gens qui parlaient des langues étrangères en Syrie était très peu. Le leader politique, le plus grand leader, le Mandela syrien, ne parlait pas un mot ni d'anglais ni de français. C'est grave, ça veut dire qu'il n'a pas accès au savoir. Si on instruit ces gens, eh ben d'abord, ils ne viendront pas, si ça vous dérange, partage, ils ne viendront pas partager, parce qu'ils sont très heureux chez eux. Personne ne vient ici par choix. Même vous, vous aimeriez vivre là-bas, parce que c'est très agréable. La mer, le soleil, l'ambiance, tous les Français veulent passer leur retraite au Maroc. Donc, quelque part, c'est en s'ouvrant. Il faut arrêter d'avoir peur. C'est surtout ça. Merci. Ouais. Autre chose? Je serai bavarde. Je peux ajouter que si les populations y appellent, on peut mieux manipuler. Et ça, c'est les pères qui font pour les gens. En disant, voilà, ce sera chômage, ce sera moins pour nous, ils sont barbares. Il y aura moins de violence, d'agressivité. Parce que nous ne connaissons pas. Moi, je l'appelle à l'époque, parce que je suis catholique, je rappelle, comme dans l'église, nous disons, vous ne lisez pas des Bibles des autres. Parce que les chrétiens, ils ont coupé certaines parties de la Bible. Et vous n'allez pas dans les mosquées ou dans d'autres églises, d'autres
les choses comme ça. Et pourquoi? Parce que si nous sommes comme dans les boîtes, nous savons seulement notre truc, voilà, nous sommes meilleurs, nous sommes ça, etc., etc. Nous ne connaissons pas les autres. Et à ce moment, c'est construire les pères. Et les pères, voilà, si nous avons les pères, c'est tout malheur qui peut nous arriver. La même chose avec il parle, il n'y a pas de travail, il y a des crises. Je suis qu'il y a du travail. Mais pourquoi il y a crise? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de trucs qu'on peut nous-mêmes construire. Il n'y a pas de crise. Dans tout, chaque... Moi j'ai plein d'idées à construire, mais après il faut les moyens, il faut les relations. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est vrai qu'il y a un problème de société là. Tous les grandes fortunes, ils sont commencés avec les peu. Même avec les petites oranges qu'il a ramassées dans les riz, il est vendu, il a acheté deux, il a vendu, etc. Et ça s'est construit les grandes fortunes. Mais il faut avoir imagination, il n'avait pas peur. À ce moment, on peut dépasser la peur de l'autre. La peur de l'autre, mais j'ai toujours dit à les gens, on commence par nous-mêmes. On travaille sur nous-mêmes. On se cultive. Il faut qu'on comprenne quand notre organisme il réagit. Pourquoi il réagit comme ça? Et ça, c'est très important. Mais en tout cas, ça, c'est d'autres. Je voudrais revenir par rapport à la peur. Hein. En fait, moi, je comprends un tout petit peu les soucis de madame. Mais est-il également que la peur ne doit pas être vraiment balayée? Parce que ça serait ça l'indicateur qui nous permettrait au moins de contrôler le mouvement. Parce que en démographie, oui, on dit ben, chaque année, chaque nation doit avoir au moins telle augmentation de la population. Vous parlez de la proximité de l'Europe, mais il faut aller en Afrique en Afrique centrale, au Caire. Excusez-moi, c'est vrai que je n'ai pas cité l'Afrique, je parlais plus de ce que je connais. Ah bon, oui, malheureusement. Bon, oui. Mais je pensais à ça, sérieusement. Oui. Quand vous allez un peu plus loin, mais vous trouverez des gens, au départ, ils n'avaient pas peur. Ils disent, mais les enfants, par exemple, c'est Dieu qui donne, lui-même saura comment il va les nourrir. Mais plus tard, parce que quand on n'a pas peur, on ne prend aucune disposition. Mais plus tard, il se rend compte qu'il a 7 enfants, 10 enfants, mais comment il va scolariser ses enfants? Mais s'il en avait peur au début, il allait prendre des précautions. Non, c'est d'autres problèmes. Bon, je vais ça, y arriver peut-être. Responsabilité de chaque personne. Je vais y arriver. Bon, par rapport à tout ce que nous écoutons de part et d'autre, on suit à la télé, et pas plus tard qu'avant-hier, on a dit ce qui s'est passé si c'est à Londres. Oui. Bon, s'il n'y avait pas ce système aussi de contrôle pour savoir un peu les auteurs, parce que quand quelqu'un arrive, on ne sait même pas il vient d'où, bon, on dit, bon, nous sommes une nation, bon, pasteur, c'est pas moi, on reçoit tout le monde, mais on n'allait même pas savoir l'identité des malfaiteurs. Donc la peur, oui, bien sûr, elle ne doit pas vraiment être très stricte pour exclure tout le monde parce qu'on a peur, mais au moins c'est un indicateur qui nous permettrait de contrôler, de prendre des précautions pour savoir, bon, dans les cas où tel événement arrivera, bon voilà ce qu'on pourra faire. Voilà, c'est dans ce contexte. C'est des probabilités scientifiques en fait. Oui. Vous parlez en termes de probabilités scientifiques, comme des statistiques qui peuvent prévoir ce qu'il va y avoir. Là même la médecine sans prévention, ça ne sert à rien. Tout à fait. Et peut-être pour terminer, c'est pour dire également que oui, même s'il n'y a pas de migrants, mais il y a des mariages. Je ne sais pas, je n'ai pas encore fait des statistiques, combien de gens se marient, il y a combien de naissances au niveau national. Mais tout ça, c'est que la population augmente et l'emploi, le besoin en eau et en électricité
doit augmenter, ainsi de suite, dans presque tous les domaines. Donc l'emploi, il y aura plus de gens qui ne vont pas avoir de l'emploi s'il n'y a pas Le création vieillissement de la population, Oui. en Allemagne, en Suède, tout ça, Voilà. ça aide. Hein. Donc, la peur, non, on ne doit pas la balayer, elle doit être là, mais aussi... nous Bien sûr, aider là. canaliser, tout ça. Oui. Non, mais moi je parlais à titre vraiment psychologique et personnel. Si. C'est-à-dire si on arrête d'avoir peur de la culture de l'autre, de la différence, et pareil entre les problèmes israélo-palestiniens. J'ai beaucoup discuté avec des Israéliens, des amis juifs et tout ça, pour leur dire, certains qui ne veulent même pas faire la paix. Et quand j'essaye de discuter avec eux, ils me disent, nous sommes 6 millions entourés de je ne sais pas combien de millions de musulmans, et on va se noyer dans la masse si on fait la paix avec eux. Certains le pensent comme ça, aussi simplement. Alors que quand on se rencontre et qu'on se met à rigoler, à chanter, à danser, on découvre qu'on est très proches et qu'on aime la même chose et voilà. Et finalement, c'est triste, quoi. Voilà. C'est Non, ça. mais là, tu as mis l'accent sur quelque chose d'important qui est un peu le sens de cette journée. Pour célébrer l'Europe, je pense que pour nous, c'était surtout de parler de culture, de parler de tous les efforts des uns des autres dans la création, dans la recherche et autres, pour que le monde soit meilleur finalement. C'est ça qui est la valeur essentielle. Mais il y a eu actuellement beaucoup de... Ta présentation était intéressante dans ce sens-là. Avec le 60e anniversaire de l'Europe, il y a eu aux actualités, à la télévision, beaucoup de reportages. On en a vu quelques-uns en arrière-plan dans nos présentations aujourd'hui. Et surtout, ce qui est important, par rapport aussi à ta remarque là, tout à l'heure, c'est que il ne faut pas oublier quel était le souffle qui a présidé à ces grandes institutions que sont l'ONU, l'Europe. Alors moi, la Fédération de la paix là, qui nous accueille, là, se fait pas porte-parole d'institution, c'est pas ça. Simplement, on regarde calmement les choses. L'Europe, par exemple, tous les rappels historiques qui ont été faits là, présentement, récemment à la télévision et autres nous le montrent, c'était l'après-guerre. Il y avait une grande détresse, une réelle détresse humaine, hein, puis matérielle. Les pays étaient par terre, économiquement, et puis il y avait des inimités, hein. Allemands, Français, on s'était tapé dessus pendant tellement de temps. Comment on allait redémarrer tout ça? C'était vraiment une solution dramatique. Et il y a eu un plan Marshall, et il y a eu une Europe qui s'est faite avec des gens inspirés. Ils ont été ce qu'ils ont été, encore une fois, non plus, c'est pas des gens parfaits, c'était pas... Mais des Schumann, des Monet, bon, avec leur travers, je ne veux pas non plus les mettre en avant, mais en tout cas, ils ont été inspirés. Churchill, même, j'étais très surpris de voir ça dans ses reportages, il était pour des États-Unis d'Europe, il voulait impliquer l'Angleterre dans cette construction. Il était vraiment pour une Europe très très large lui-même, très visionnaire. Et c'est grâce à ça qu'on a redémarré. Tant bien que mal, il y a eu du travail, des logements, des choses qui se sont remises en route. Et surtout, il y a une espèce d'idéal. Bon, l'ONU, c'est pareil. Ça marche pas très très bien, c'est pas facile. C'est loin d'être parfait. C'est peut-être envahi par toute cette finance et cette mauvaise politique et autres. Mais malgré tout, ces institutions existent. Elles ont permis un redémarrage. Donc, on voit bien que quand les gens font des efforts, se serrent les coudes face aux problèmes un peu autour de nous. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être un nouvel élan qui permette aussi d'embrasser non plus maintenant ce que le problème n'est plus européen, il est mondial. Il faudrait qu'on s'investisse au niveau mondial pour relancer les grandes institutions et redonner... Parce qu'on a les moyens, hein, techniquement, matériellement. Elle parlait, là, Eugénie, là, ce matin, de 8 milliards de budget pour l'ONU et 150 ou 170 milliards de budget sur la guerre. Alors, ça va être des chiffres très hypothétiques, c'est peut-être encore pire d'ailleurs. Hein. Mais c'est pour dire, si on inversait le problème, si on mettait 180 milliards dans le développement pour l'ONU et 8 milliards suffirait peut-être pour la sécurité, on y arriverait très bien. Mais c'est ce renversement devant lequel on est. Alors nous, modestement, la Fédération de la paix, on essaye de créer des colloques, de faire des activités, de créer des réseaux. Ici, modestement, aujourd'hui, on a parlé de culture parce qu'on pense que c'est mieux.
voilà, de partager, de voir l'inspiration de chacun. Et continuons comme ça, les petits ruisseaux font les grandes rivières, on va peut-être y arriver. C'est quoi la fédération de la paix? La fédération des familles pour la paix, dont moi je suis un des représentants, un animateur ici là, à Paris, c'est une association internationale qui a été fondée par un pasteur coréen dans les années 50 et qui aujourd'hui cherche justement à développer des projets, alors énormément de projets au niveau de la société pour renforcer la famille, pour renforcer l'individu, auprès des grandes institutions. Il y a un travail avec cette fédération. Nous avons ici Jacques Marion, qui est le président européen de cette fédération de la paix, ici, M. Marion. Il travaille aussi avec des parlementaires au niveau international, travaille au niveau de l'ONU pour un renouvellement de l'institution. Vous voyez, il y a des projets un peu au niveau local, comme ici, on est des gens, voilà, comme tout le monde, des familles qui essayons justement de se rassembler sur des projets, de faire des activités de solidarité ou de recherche, de réflexion. Mais il y a des projets plus larges au niveau international. Tous les jeudis, justement, là, Jacques Marion anime des colloques. Alors, je vous invite à venir, où il présente justement un peu cette fédération, ses valeurs, son idéal et quelques projets, hein, entre autres. Puis on a d'autres activités, on essaie de montrer la fédération. Voilà, hein, je ne sais pas si tu veux peut-être rajouter quelque chose de... Il est fatigué. Il n'est jamais fatigué. Non, bon, disons, la Fédération pour la paix universelle est une activité qui est... Nous sommes affiliés à l'ONU en tant qu'organisation, en tant qu'ONG, et nous avons des activités de chapitres un peu partout dans le monde, effectivement. Et notre travail particulièrement, il y a une dimension si vous voulez, internationale au niveau du dialogue interreligieux, au niveau de consultations internationales sur les questions de paix, etc. Et puis au niveau plutôt de la base, on a des activités au niveau de la famille, au niveau éducatif, etc. Voilà. Et nous avons une base ici, donc c'était pas... Notre fondateur s'appelle le révérend, enfin il est mort maintenant, il s'appelle Moon. Il est en fait décédé maintenant, on l'appelait sous le nom de révérend Moon. Il a fondé, si vous voulez, un mouvement mondial qui a eu beaucoup d'activités diverses sur le plan diplomatique, sur le plan spirituel, interreligieux notamment, et sur le plan aussi économique. Et parmi nos activités les plus importantes, c'est le dialogue interreligieux, le travail international au sens de... si vous voulez, maintenant, on est en train de développer cette association internationale des parlementaires pour la paix, dans lesquelles nous avons donc eu toute une série de conférences internationales l'année dernière, et nous avons lancé cette année, donc, à travers une réunion à Séoul, une conférence, une assemblée globale de environ 500 parlementaires du monde. Et maintenant, nous sommes en train de travailler, chaque pays a ses projets particuliers, si vous voulez. Et l'idée, c'est de mobiliser aussi bien des hommes politiques que des hommes religieux, ou des femmes, pour traiter de problèmes concrets et au-delà des partis politiques, au-delà de l'idéologie, au-delà des religions, au-delà des cultures aussi. Voilà, pour moi, ces thèmes sont importants pour nous. Et ça me fait rappeler la secte Moon, ça existe toujours? Il y a toujours des monistes? Il n'y a pas de... Ça a pris une autre forme. Il n'y a pas de secte Moon. Mais excusez-moi, ça me vient comme ça. Le mouvement du révérend Moon est un mouvement qui existe, enfin qui a commencé dans les années 1950 et qui a maintenant une base mondiale. Il n'y a pas de mouvement plus ouvert que ce mouvement, à travers beaucoup d'activités, effectivement. Donc il n'y a rien, il n'y a aucune secte, aucune activité sectaire du tout. Il y a des enseignants, parce que ma soeur, il y a très longtemps, elle a été invitée. Il y a donc des enseignements, effectivement, alors il y a une philosophie, si vous voulez, il y a une philosophie qui est une philosophie à base, bon, disons, il y a un enseignement, si vous voulez, qui a une base spirituelle. Donc effectivement, des valeurs spirituelles, des valeurs
universelles, spirituelles, qui sont la base de tout notre travail. C'est un peu de ça dont nous parlons, par exemple, le jeudi soir, nous avons des réunions ici, nous parlons un petit peu du lien entre la philosophie de la paix et les activités de paix que nous développons dans le monde, notamment des activités avec les scientifiques, des activités avec les parlementaires, etc. Derrière cela, il y a une certaine philosophie de la famille, notamment sur l'importance de la famille, c'est un point très important pour nous, et c'est une philosophie qui cherche aussi à intégrer un petit peu les valeurs religieuses, si vous voulez, des grandes religions, et à travers cela, trouver un point commun qui intègre les valeurs essentielles du christianisme, de l'islam, etc., du bouddhisme aussi. Et donc, c'est pourquoi nous avons une dimension à la fois, je dirais, interspirituelle, et en même temps, une dimension où on travaille au niveau de la politique. C'est un peu l'espéranto des religions. C'est pas... Bon, on va l'appeler. Enfin, Écoutez, je pense que ça crée un problème des religions quand après. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que... On a besoin de trouver une base commune parce qu'elles ont toutes en fait une essence commune. Or, elles se disputent, plus que disputent, elles sont en conflit. Et donc, elles sont souvent en grande partie le problème. Mais elles devraient aussi faire partie de la solution au problème. Et notamment, avec l'ONU dont on parlait, l'Europe, l'ONU, il devrait y avoir... Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler de la religion, puisque finalement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est au cœur des problèmes, comme on le sait. Donc, c'est pour ça que la dame, elle a parlé des recherches, d'élever le niveau, enfin je ne sais pas, de tout. Et c'est vrai que on se dit, pourquoi faut-il passer par la spiritualité qui en fait ne traite que de la spiritualité et pas en lâchant pas de langue, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Il n'y a pas de recherche scientifique. On a besoin d'équilibre, justement. Je veux dire, quand on est dans un lieu spirituel, c'est juste la spiritualité. Non, justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que les religions doivent travailler ensemble. Les religions, je parle de la spiritualité en général, parce que les religions, c'est des institutions qui ont leurs problèmes à eux. Je ne parle pas des institutions religieuses, je parle des valeurs spirituelles qui sont transmises, si vous voulez, par la religion, mais qui aussi pénètrent, enfin, il y a une interaction avec le côté politique, avec l'économique, etc. Et derrière l'Europe, en réalité, il y a quand même, on peut en débattre bien sûr, mais derrière l'Europe, il y a aussi une certaine spiritualité. On le sait très bien, l'Europe n'a pas été créée simplement économiquement, politiquement. Il y a eu une grande influence d'ailleurs de l'Église catholique, en partie protestante, etc. Bon, je crois que ce n'est pas tellement le thème, c'est pourquoi je ne veux pas en trop parler, mais on peut en parler après si vous voulez. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à dire quelques mots. On organise régulièrement des activités ici, donc si vous êtes intéressé, on peut... Mais bon, moi je ne suis pas une intellectuelle, mais les valeurs humaines, je pense que en fait, c'est dès qu'on